Bienvenue ce soir, je m'appelle Edouard, je suis là pour vous parler de Mysterion, un agent conversationnel doté d'intelligence artificielle pour aider les jeunes à faire face à leur anxiété. Donc, je suis là aussi avec Jean-François qui est la tête pensante de notre intelligence artificielle chez Mysterion et qui aujourd'hui agit également à titre d'accompagnateur pour des entreprises et des startups entrepreneuriales en intelligence artificielle à Montréal chez Ivado. Avant qu'on rentre dans l'aspect purement technique et du NLP, je voulais vous donner un petit peu plus de contexte sur notre entreprise. D'abord, l'équipe, on est 3 cofondateurs au départ, Nicolas, Arthur et moi-même. On avait eu cette idée tous ensemble il y a 1 an de ça, et sauf que aucun de nous, Nicolas il a un background en technologie, Arthur il a un background en finance et moi j'ai un background en stratégie et en design thinking. Mais quand on a parti cette idée au départ, on s'est rendu compte très rapidement qu'il nous manquait des talents et des compétences et des expertises pour pouvoir mener à bien notre projet. Et donc on s'est tourné vers les gens dont on avait besoin, notamment dans le côté technique. Donc Jean-François était le premier, on a Alexandre, on a Unida, je ne sais pas si elle est là ce soir, elle a dit qu'elle viendrait. On a aussi des développeurs avec Serginho et Étienne, des psychologues avec Froard qui est ici ce soir, et Mathilde qui nous aide. Et au niveau du marketing et de l'image de marque. Tout ça pour dire qu'on a une équipe, ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an qu'on est ensemble, et il y a 13 personnes qui mettent des heures chaque semaine dans ce projet-là. Pour vous expliquer qu'est-ce que c'est ce projet, on va partir du problème. On s'est rendu compte il y a 1 an qu'aujourd'hui la population des jeunes entre 15 et 24 ans était à un risque élevé d'avoir des maladies mentales. En effet, au cours des dernières années, on s'est rendu compte qu'il y avait eu une augmentation assez majeure du nombre de personnes à travers le monde qui avaient des cas cliniques d'anxiété et de dépression. Et plus particulièrement, la tranche d'âge entre 15 et 24 ans était particulièrement à risque parce que c'est dans cette tranche d'âge-là que les premiers symptômes de toute maladie mentale apparaissent. Et donc si ces jeunes ne sont pas capables de pouvoir la reconnaître et de la gérer, ça va poser des problèmes pour la suite quand ils vont grandir. Mais ce qui est encore plus... En fait, le problème vraiment qui est au fond de tout ça, c'est que la majeure partie des gens qui ont des problématiques d'anxiété ou de dépression ne cherchent pas de l'aide auprès de professionnels ou auprès d'amis ou auprès de leur famille pour toutes sortes de raisons. En effet, l'anxiété, c'est un cercle vicieux. Il y a des pensées incertaines qui en émanent, ce qui empêche la personne de pouvoir prendre les bonnes décisions. Il y a un stigma social encore bien trop élevé dans la société, ce qui empêche les jeunes, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, d'en parler autour d'eux. Et enfin aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait ce paradoxe du choix. Quand on va sur Google, quand on s'est rendu compte que chacun des 3 cofondateurs, on avait des symptômes d'anxiété et qu'on a essayé de trouver une solution, on a tapé solution anxiété sur Google, vous imaginez bien, il y a eu des milliers de solutions qui sont ressorties et on n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce que c'était vraiment l'anxiété ou qu'est-ce que ce seraient les solutions. Aujourd'hui, sur les plateformes d'achat d'applications, il y a plus de 165 000 applications en santé et en bien-être. Ça montre à quel point il y a un marché là-dessus, mais l'ensemble de ces solutions-là ne sont pas forcément personnalisées à chacun de nous. Et donc, il y a trop de barrières aujourd'hui qui étaient pressenties. Et on s'est dit que le challenge pour nous, ce serait comment est-ce qu'on peut casser ces barrières, casser ce cercle vicieux et aider les gens à prendre action. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un délai entre les premiers symptômes de l'anxiété, les premiers symptômes de maladie mentale en général et la première intervention qui s'étale de 8 à 10 ans. Donc ça fait que si au départ, on avait seulement des symptômes d'une anxiété épisodique ou temporaire qu'on vit quotidiennement et qui est normale, mais qu'on n'a pas su le reconnaître et être en charge de ça, au bout de 8 à 10 ans, cette anxiété qui était bénigne au départ peut devenir une anxiété qui est clinique avec tous les coûts qui sont associés au niveau humain et au niveau de la santé. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité de résoudre cette problématique par l'intermédiaire de la technologie, parce qu'on était entré dans une nouvelle ère où les jeunes se tournent vers la technologie pour trouver de l'aide. En effet, la technologie pouvait leur offrir un environnement où il n'y aurait pas de jugement, qui serait confidentiel, anonyme et qui les aiderait et disponible en tout temps. Et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé avec la solution Mysterion, un agent conversationnel doté d'intelligence artificielle pour aider les jeunes à faire face à leur anxiété. Le but de Mysterion, qui est disponible sur les plateformes de messagerie et aujourd'hui sur Facebook Messenger, c'est de pouvoir engager la conversation avec un utilisateur, comprendre son contexte par la conversation
la situation qu'il vit, avoir ce descriptif, et ensuite, en fonction de sa compréhension, lui fournir les avis et les conseils les plus spécialisés pour pouvoir faire face à son anxiété. Ainsi, le rôle, la mission de Mr. Young, c'est vraiment d'éduquer les gens par rapport à ce qu'est la santé mentale, ce qu'est l'anxiété et les solutions qui sont derrière, de pouvoir les encourager à reconnaître leurs symptômes d'anxiété et surtout ensuite de pouvoir les guider vers les solutions les plus appropriées. Et ces solutions, comme on l'a mentionné tout à l'heure, il en existe tout un paquet. Bien sûr, il existe des psychologues, des psychiatres, des docteurs qui peuvent aider, mais c'est pas forcément vers eux que les gens, chacun de nous a forcément besoin d'aller. Il existe des blogs, des médias, des articles, des vidéos, des livres, des applications mobiles qui peuvent toutes aider à un certain moment la personne à faire face à son anxiété dans son moment. Et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé avec notre solution. Et là maintenant je vais laisser la main à Jean-François pour qu'il rentre plus sur l'aspect technique. Et donc évidemment, la question, comme c'est une solution qui est basée sur le AI, avant même de s'attaquer aux méthodes, donc chatbot et compagnie, machine learning et tout ça, il faut se poser la question, c'est quoi le type de problème qu'on veut régler avec le AI? Donc c'est quoi les tâches qu'on veut faire avec l'intelligence artificielle? Donc, si on reprend l'expérience qui a été décrite auparavant, à ce moment-là, on se rend compte que pour chacune de ces tâches-là, c'est toujours le même type de problème. Donc, on essaie de prédire quelque chose, sachant les messages qu'il y a eu, sachant la conversation qu'on a eue avec un utilisateur et un certain contexte. Donc, ça peut être qu'il y a eu des conversations auparavant, donc on a accumulé des données dans un profil d'utilisateur et ainsi de suite. Donc, si on regarde les tâches, pour les tâches 1 et 2, donc c'est surtout des tâches de conversation. Donc, à ce moment-ci, on va chercher à prédire la réponse correcte. Donc, la personne va faire une requête et on veut que l'agent conversationnel retourne la bonne réponse. Donc, il ne se passe pas juste retourner un langage et des mots aléatoirement. Ensuite, lorsqu'on vient dans la description de la situation, là, ce qu'on va essayer de décrire, ce qu'on va essayer de prédire, ça va être vraiment tous des systèmes qui sont reliés à l'anxiété, c'est-à-dire on va essayer de rechercher le type d'anxiété, le niveau de l'anxiété, donc est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est peu grave, et l'impact que ça va avoir sur sa vie. Donc donc on va avoir une intelligence artificielle pour les réponses, on va avoir une intelligence artificielle pour le type, c'est-à-dire un modèle de machine learning pour les réponses, un modèle de machine learning pour le type, un pour le niveau, un pour l'impact. Et finalement, la dernière tâche, ça va être de fournir la ressource, la bonne ressource à l'utilisateur. Donc, on va avoir un autre modèle de machine learning qui va chercher à prédire la bonne ressource, sachant les messages et le contexte courant. Donc, évidemment, et le produit de Mr. Young, mais ça va être de combiner tous ces modèles prédictifs-là ensemble de manière cohérente. Donc, ici, comme objectif, dans le fond, ce que je me suis fixé, c'est je ne vais pas rentrer dans les détails dans toute l'architecture, je vais juste focaliser sur l'agent conversationnel, donc les chatbots. Et juste donner un bon survol, donc un bon overview, en bon français, des chatbots. Donc, il y a deux familles de chatbots principales qui existent. Donc, vous avez les chatbots génératifs. Donc, c'est vraiment eux autres qui font des messages, ils vont générer des messages, donc on the fly comme ça. Eux autres sont encore au niveau expérimental, donc j'ai quelques résultats par après, et ça ne fonctionne pas très bien. Nous, par contre, ce qu'on va utiliser et qui sont plus des valeurs sûres, c'est ce qu'on appelle des retrieval-based. C'est-à-dire, vous avez une base de données de ressources disponibles et le chatbot, donc le travail du chatbot, ça va être de prédire la bonne ressource dans la base de données et de retourner ça à l'utilisateur en réponse à une requête. Donc, juste une note aussi à ajouter, c'est que pour s'assurer du succès d'un chatbot, donc que ce soit dans les deux cas de chatbot, un des facteurs importants, c'est de bien définir le contexte dans lequel le chatbot est utilisé. Si vous utilisez un chatbot général et vous dites et vous essayez de lui faire une conversation générale, c'est extrêmement difficile et c'est encore une question ouverte.
Alors que si vous dites, OK, on a une tâche spécifique, on a un contexte spécifique pour ce chatbot-là, dans notre cas, c'est d'utiliser le Cognitive Behavioral Therapy. J'utilise toujours le terme francophone pour ça, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Merci Edouard. Donc c'est vraiment, c'est un flot de conversation qui est quand même assez très bien défini. Donc, dans la Bible de la santé mentale, le MDS, dans la 5e édition, il y a vraiment un algorithme de flot conversationnel qui dit, ben, vous posez des questions et si la personne répond oui, non, ben, on fork et ainsi de suite. Puis en bout de ligne, on arrive à un bon diagnostic. Donc, c'est vraiment un contexte qui est très bien défini, mais évidemment, il va falloir dealer avec toutes les edge cases. Tout si quelqu'un décide de faire une joke ou de rajouter une phrase qui n'est pas nécessairement dans le flot conversationnel de la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, une note sur les chatbots génératifs. Je ne veux pas rentrer en détail dans cette architecture-là, c'est juste pour montrer environ à quoi ça ressemble le type d'architecture qu'on va retrouver. Oui, ça utilise beaucoup le deep learning. Et ça, c'est vraiment du cutting edge. Là. Donc, la source de ça, c'est Serban, qui est en fait quelqu'un de McGill, qui est un des leaders dans le domaine. C'est un étudiant qui est en train de connaître son doctorat, qui est avec Joël Pinault, entre autres. Puis, donc, ce qu'ils utilisent, c'est vraiment des Recurrent Neural Network, donc des réseaux de neurones récurrents. Et la manière qu'ils vont formuler le problème, donc, on va dire, parce qu'évidemment, on s'adresse à des machines, donc on ne veut pas utiliser des mots, on veut utiliser des chiffres le plus possible, parce que c'est ce que les machines sont bons à interpréter. Alors, plutôt que de fournir des mots, on va indexer ces mots-là. Donc, on a le corpus de tous les mots de la langue de votre choix, et vous dites, ben, OK, tel mot correspond à tel index. Donc, c'est ce qu'on va fournir. On va fournir ça à un encodeur. Et l'encodeur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un vecteur qui est de taille variable, parce que pour chaque vecteur, dans le fond, c'est un message. Ça, c'est un message. Les messages vont avoir des tailles variables. Les machines sont vraiment pas bons pour dealer avec les tailles variables. Donc, on va fournir ça à un encodeur qui, lui, va créer un espace quelconque, donc avec lequel les machines sont bons pour interagir. Un très bon exemple de ça, c'est un algorithme qui date de quelques années qui s'appelle Word2Vec. Donc, l'objectif de Word2Vec, c'est de faire un mapping dans un espace sémantique. Donc, si vous dites, si vous regardez les mots dans cet espace-là, vous allez voir, par exemple, Paris, Montréal, Tokyo, et dans un autre groupe, vous allez voir Japon, Canada, États-Unis, et ainsi de suite. Et si vous faites des relations de distance, bien, vous allez vous apercevoir que oui, ils sont quand même dans Word2Vec, vous êtes quand même capable de dire, bien, si je fais Paris plus France moins Canada, bien, il y a de fortes chances que vous arriviez sur Ottawa. Donc, c'est le genre d'opération, quand on veut dire un encodage, c'est le genre d'opération qu'on veut dire. Là, ensuite, c'est vraiment l'apprentissage. Ce qui va relier la requête et la réponse va se faire par un autre réseau récurrent. Puis, finalement, bien, on va faire un décodage pour passer de l'espace machine à un espace réel, donc retourner vraiment une séquence de mots. Voici quelques exemples qu'ils ont eus. Donc, il y a une variable latente dans la étape précédente qui a été rajoutée parce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'à un moment donné, le réseau utilisait le mot something pour padder. Donc, quand il ne savait pas quoi retourner, il répondait something. Donc, il y avait, bon, ici une phrase en néerlandais, mais en hollandais. Puis, donc ici, on avait la phrase, puis là, ben, les deux premières versions répondaient ben, something, 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 something. Donc, ici, la même chose, ici, donc, sitting on the deck and sun looking at Lake Travis, enjoy the day before birthday. Puis c'est comme something. Finalement, ben, l'autre qui comme réponse qui a plus d'allure, comme the sun is shining. Puis, donc ça, c'est vraiment comme les résultats qu'ils ont eus avec leur type de réseau. Nous, on va y aller beaucoup plus simple. Donc, pour le prototype, encore une fois, on va utiliser un Retrieval-Based Chatbot.
Plutôt que d'utiliser une représentation où on a un index pour chacun des mots, on va utiliser une approche qui s'appelle Bag of Words, c'est-à-dire on a un long vecteur binaire de dimension, comme si on s'attaque à l'anglais, on va s'attendre à avoir une dimension, donc le nombre de mots dans le dictionnaire anglais, 470 000. Donc un long vecteur binaire, c'est évident que si vous avez un message qui arrive qui contient juste 5 mots, bien à ce moment-ci, il va juste avoir 5 1 dans ce vecteur-là et tout le reste va être des zéros. Donc c'est ce qu'on appelle des données éparses en français ou plus typiquement des données sparses. Encore une fois, pour faire de la classification, c'est très mauvais. Donc, nous, ce qu'on veut faire, on veut transformer ça dans un espace dense. Donc, on va utiliser, bon, évidemment, comme on a plein de pre-processing de NLP classique, donc c'est vraiment une architecture classique qu'on va utiliser comme prototype. Donc, vraiment, on ne va pas réinventer la roue. On va vraiment y aller avec ce qui est classique, qui est plus facile, puis qui néanmoins risque de très bien donner des résultats. Donc, c'est ça qu'il faut démystifier ici au niveau du deep learning, c'est que c'est beau le deep learning, ça permet de faire abstraction complètement du problème, de juste dire, ben, on va lancer suffisamment de données, puis on va avoir des bons résultats, sauf que si vous êtes dans un cas comme le nôtre où vous n'avez pas beaucoup de données, ça risque de ne pas très bien performer. Et à ce moment-ci, ben là, mieux vaut remplacer la quantité de données par de l'expertise et par du contexte additionnel, donc défini, en utilisant certaines méthodes spécifiques. Donc, nettoyage avec des techniques de NLP classiques. Juste par exemple, enlever les ponctuations, juste garder les mots. Donc, c'est le genre de technique qu'on va utiliser. Et ensuite, on va passer à l'espace, à la partie, donc pour créer ce qu'on appelle dans le jargon un espace dense. Donc, vraiment un vecteur de taille fixe. Qui va être vraiment restreint. Donc, ici, ce qu'on a en tête, c'est faire un compte. Donc, ça, c'est 2 modules qu'il va falloir entraîner auparavant. Donc, ici, la manière d'entraîner ça, c'est que tu passes parmi toute ta base de données, tu fais un compte des mots, puis tu gardes les top X qui sont le plus représentés. Donc, il va y avoir comme X, dans ton vecteur, il va y avoir X chiffres. Puis, s'il y a un mot dans ces top X, qui surviennent dans le message, bien là, on va mettre un 1 ou on va mettre un compte. Donc, c'est vraiment le type de technique vraiment facile, vraiment classique. SVD, c'est un autre, Singular Value Decomposition, c'est vraiment une autre méthode d'encodage. Encore, le mot typique qu'on va utiliser, c'est plus du embedding, mais juste pour simplifier la discussion, j'ai continué avec encodage parce que c'est vraiment comme le concept est vraiment le même. Donc, de prendre un gros vecteur binaire de 470 000 dimensions et de réduire ça à quelques centaines, quelques dizaines, ainsi de suite. Vraiment, comme l'idée, c'est de réduire ça puis d'avoir encore une fois un vecteur de taille fixe, ce que les machines sont très bons à interpréter. Puis finalement, un classificateur multiclasse où chacune des classes, dans le fond, c'est un des messages potentiels qu'on peut retourner. Puis là, à ce moment-ci, la tâche de classification pour le chatbot, c'est on va scorer tous les messages potentiels, on va les sorter, puis on va retourner le top, celui qui a la plus grosse probabilité d'être une bonne réponse. Donc, grosso modo, c'est vraiment, c'est une tâche bien simple. C'est le bottleneck, ça va être de voir est-ce qu'on est capable de donner une réponse suffisamment rapide. Généralement, avec les coûts computationnels de ces types d'approches-là sont quand même très bonnes. Donc, si on est capable de donner une réponse dans l'ordre des millisecondes, c'est amplement suffisant. Donc, juste un petit mot sur les SVD. C'est un exemple que j'ai vraiment pris dans un livre. Donc, c'est vraiment, ce qu'on peut faire, c'est, oui, de l'encodage, on peut faire du décodage avec. L'idée, c'est que vous avez vos données originales et vous faites une décomposition. Donc, vous dites cette matrice-là, dans le fond, je la décompose. Donc, ça se retrouve avec vos données d'entraînement. Puis là, vous dites, je suis capable de la décomposer en utilisant la méthode des Singular Value Decomposition, donc de trouver les valeurs singulières. Je suis capable de la décomposer en ces 3 matrices-ci. Donc, la matrice de transformation et ce qu'on va appeler, dans le fond, nos features, donc nos caractéristiques, sont les concepts SVD. Donc, nous, quand on va vouloir appliquer ce modèle-là en production, ce qu'on va faire,
c'est on va avoir un vecteur de ce type-là qui va rentrer. On va la multiplier par cette matrice-ci, puis on va obtenir un résultat. Donc, on va passer de 5 dimensions à 3 dimensions originales. Mais ce qui est bien avec ces types de techniques-là, c'est une autre méthode classique, c'est qu'on peut faire la compression. Donc, on peut se décider que, peut-être que cette dernière dimension-là, dans le fond, on peut l'enlever et on ne perdra pas tant d'informations que ça. Fait qu'au final, à la place d'avoir 3 dimensions qu'on va donner au classificateur pour l'entraîner à faire des prédictions, on va seulement avoir 2 dimensions, puis comme ça, on vient d'éliminer le tiers de l'information. Puis si on fait la reconstruction, on se rend compte que si on compare les données originales aux données reconstruites, en enlevant le tiers de l'information, on a quand même un vecteur, on ne perd pas grand-chose. Donc, on a 1, 1, 1, 0, 0. Ici, on va avoir 0.93, 95, 93, 0.014, 0.14. Donc, il y a de très grandes similarités. Donc, si je reviens, quand je dis c'est un paramètre à ajuster, à ce moment-ci, c'est vraiment l'idée, c'est de dire jusqu'à quel point je peux réduire jusqu'à temps que ça ait un impact sur la performance. Donc, lorsqu'on entraîne les modèles de non supervisés, donc des méthodes comme SVD, une partie d'entraînement, c'est vraiment ça, c'est de trouver le point où on peut réduire le plus possible jusqu'à temps que ça ait un impact sur la performance. Bon, là, tout ceci. Overall, si on revient au cycle d'expérience initiale qu'on avait, ce qu'on voit comme architecture plus complète, c'est ce type de truc-là. Donc, nous, ce qu'on a vu, ce qu'on vient de voir, c'est le modèle pour le chatbot. C'est clair que la partie, donc tout ce qui est SVD qu'on a vu et le top X bag of words, ça va rentrer dans la partie feature extraction. C'est ce qui va pouvoir être utilisé par les autres modèles, les autres modules de machine learning. Donc, ce qu'on a ici, on va avoir des tâches NLP classiques, donc identification d'intention, ou intent classifier, identification d'entités nommées. Donc, vous avez une phrase Barack Obama est allé faire du magasinage, un classificateur d'entités nommées va dire Barack Obama c'est un président. Donc, il va ajouter de l'information au message pour donner encore plus de contexte. Ensuite, vous avez les tâches reliées à l'identification des systèmes qui sont reliés à l'anxiété, donc type source impact. En fait, c'est type niveau impact qui va être remplacé. Et finalement, les ressources. Donc, encore une fois, chacun de ces items-ci, ce sont des modules différents qui vont être entraînés avec une partie des données différentes, de manière à donner que s'il y a un biais ici, que ce biais-là ne se reporte pas partout dans l'architecture. Et finalement, les ressources. Évidemment, un des éléphants dans la pièce, l'évaluation de performance. Donc, dans le domaine des chatbots, encore une fois, c'est encore une question ouverte. Donc, un très bon article, How Not to Evaluate Your Dialogue System, qui date de 2016, donc de l'année passée. C'est un très bon article parce que le premier réflexe, déjà, c'était d'utiliser des algorithmes comme bleu, météore et rouge. Ça, c'est des méthodes d'évaluation qui proviennent de la traduction automatique. De la traduction automatique et de l'action de faire des résumés automatiques. Et ce que l'hypothèse de base était que le contenu dans la réponse, que la réponse et la requête allait avoir un overlap qui allait être très grand. Alors que pour un chatbot, c'est pas le cas parce que tu ne vas pas répéter ce que l'autre personne vient de dire. Donc ça, c'est ça. Alors, il y a quelques méthodes. Donc, là-dedans, il développe quelques méthodes qui sont quand même assez intéressantes, mais encore une fois, ça reste une question ouverte. Au niveau des données, l'équipe de Mr. Young sont en train de faire un partenariat, sont en train de signer un partenariat avec Telgen. Donc, on est en train de mettre la main sur vraiment des données de chat de Telgen. Ce sont des données françaises. Toutes les autres bases de données disponibles, ce sont des données anglaises, donc on va pouvoir faire les deux en parallèle. Et la grosse difficulté, c'est que nous, on a vraiment une application spécifique et que les données que nous avons ne correspondent pas à cette application spécifique-là. Donc, il va y avoir un peu de bidouillage à faire.
Le genre de bidouillage qu'on voit, ben, ça va être de l'étiquetage automatique. Donc, on a déjà un chatbot procédural qui a été fait dans API.ai. Donc, étiqueter automatiquement toutes les conversations avec ce chatbot-là pour essayer de voir les réponses qu'on voudrait prédire. Puis là, ensuite, ça va faire du nettoyage, faire un premier entraînement. Encore une fois, il y a le feedback loop qui a été mentionné dans la présentation précédente. Ben là, avoir un feedback loop va être fondamental dans ce type d'application-là, parce qu'une fois que le modèle va être lancé en production, c'est clair qu'il va y avoir des erreurs, il va falloir catcher ces erreurs-là, il va falloir réentraîner les modèles et les maintenir et les mettre à jour constamment pour les améliorer. Grosse question aussi, ben, comme un peu que j'ai déjà abordé, c'est comment on fait pour définir la vérité. Donc, c'est encore une fois feedback loop. Un des aspects intéressants dans les travaux de Joël Pineau, c'était l'utilisation de Mechanical Turk, donc de Amazon Mechanical Turk. Ce que c'est généralement, comment ça fonctionne, c'est que vous définissez une tâche très simple, vous l'envoyez sur Amazon Mechanical Turk, et à ce moment-ci, quelqu'un va la faire, puis il va être rémunéré. Mais c'est le genre de tâche qui va prendre 30 secondes et qui va coûter 50 cents. Donc, l'équipe de Joël Pineau, c'était dans les articles de Servant, c'est vraiment intéressant qu'eux autres qui ont défini, ils se sont dit, bon, OK, on va offrir plusieurs réponses face à une requête, puis là, on va laisser choisir la personne, c'est laquelle la réponse qui a le plus d'allure, puis s'il y en a s'ils n'ont pas d'allure, ben, ils peuvent répondre, non, il n'y en a aucune qui n'a pas d'allure. Puis là, à ce moment-ci, ils ont construit tout un protocole, et ils ont lancé ça à Amazon Mechanical Turk. Puis, ça leur a coûté quelques centaines de dollars, mais le lendemain matin, il y avait toutes leurs données. Puis, à ce moment-ci, ils pouvaient se comparer leur chatbot au Ground Truth qu'ils avaient trouvé via Amazon Mechanical Turk. Par contre, au Deep Learning Summit, je parlais à des gens, c'est une compagnie française dont j'ai oublié le nom, malheureusement, que eux, ils ont fait affaire, ils ont commencé avec Amazon Mechanical Turk, mais ils se sont rendus compte que il y a vraiment une expérience qui se perdait parce que c'est toujours des personnes différentes. Donc, ils préféraient avoir toujours la même équipe pour faire les annotations, puis définir c'est quoi la vérité. Sauf qu'évidemment, ben, c'est pas le type de travail qui est mentalement exigeant. Donc, si vous faites pas ça plus qu'une heure, là, parce qu'après, vous roulez à terre. Là. Puis, mais grosso modo, donc, c'est ce genre de travail qu'eux autres, ils faisaient faire ça par une équipe à Madagascar. Donc, mais ils maintenaient quand même une certaine expertise pour leur application au niveau des annotations. Donc, merci. Je vous remercie pour la présentation, c'était vraiment intéressant. J'imagine que vous avez des questions. Yeah, I have a question. In the encoding process, how do emojis fit in the context and also in the decoding as well? Well, I don't know. They are a sequence of characters, so probably they're going to be fit into that indexation, or you're going to have to define the same way you define. You're going to have to do some cleanup, so it's probably part of the NLP process to say, okay, we're going to take this emoji and we're going to translate it into a word. The same way when you have like words with typo, what do you do with them? Do you try to fix them, or do you just include them into your dictionary, to your vocabulary? So it's probably they try to they map it into a word with an underscore and to just make it on a word. Yeah. Thank you. Je trouve ça très fascinant. Je suis psychiatre et directeur du département de psychiatrie de l'Université de Montréal, donc je suis particulièrement intéressé à ces développements-là. Je me demandais comment vous allez faire le field trial. Vous avez parlé, mais je n'ai pas tout à fait compris comment vous allez valider en situation réelle, puis anticiper un petit peu la performance auprès de différents types de clientèle, par exemple, mettons, niveau littératie, niveau d'âge, niveau. Parce que l'anxiété, c'est une espèce de bien des façons. Des fois, c'est plus par ce que les gens disent, des fois, c'est par des comportements. Alors, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la question de la contamination. C'est-à-dire que l'anxiété, oui, ça se présente, mais souvent, elle peut être associée à d'autres
tout vous allez retrouver. Vous allez retrouver des symptômes dépressifs, vous allez voir des gens des suicidaires. Donc là, la question c'est à quel moment, quand vous allez avoir d'autres contenus que votre anxiété, votre niveau, l'intensité, l'impact, ben, il y a d'autres choses que il va y avoir d'autres affaires. Il va y avoir la consommation, il va y avoir des comportements suicidaires. Donc, alors, vous allez arrêter où votre scope? À un moment donné, vous allez donner quoi comme réponse quand ça sort un peu de ce qui est prévu à l'anxiété? Là, pour le moment, on est en train de... C'est quoi la première question? Moi, déjà, c'était protocole. Ouais. D'abord, avec le field trial. Bon, là, vous avez un partenariat avec tel jeune pour leur banque de chat, mais après ça, j'imagine que vous allez pouvoir le faire tester par des jeunes qui ont avoir des l'anxiété. alpha release, Oui. puis vraiment Bon. utiliser des stagiaires, mettons comme du monde en psychologie, des stagiaires. Et aussi, on est en discussion avec plusieurs centres de recherche et laboratoires de recherche ici à Montréal, notamment le Youth Mental Health Technologies Lab à l'Université de Montréal. On est aussi en discussion avec l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, à Concordia également, pour justement mettre en place ces tests dans un cadre bien régulé, bien contrôlé, pour s'assurer que ce soit les résultats soient au niveau des attentes qu'on se met. Que ce soit bien rigoureux. Pour la deuxième question, c'est vraiment une définition de produit. Donc, si je reprends une approche plus produit pour répondre à cette question-là, c'est le segment dans lequel Mr. Young a décidé de se cadrer au début, c'est vraiment l'anxiété occasionnelle. Donc, si on s'aperçoit que la personne sort du cadre de l'anxiété occasionnelle et que ça devient plus sérieux, bien là, il faut être capable de le détecter. C'est pour ça qu'on s'est dit, initialement, ça c'est une des parties fondamentales. Si quelqu'un arrive, mettons, avec un syndrome post-traumatique, c'est au-delà du scope de Mr. Young. Donc, oui, il faut être capable de flaguer tout de suite et dire, OK, on te connecte à quelqu'un comme une personne réelle, qui lui va être capable de répondre à tes besoins. Ça, c'est pour toute situation extrême et incluant, dans certains cas, si une personne, un utilisateur est suicidaire et qu'on l'a détecté, alors il sera directement mis en contact avec un être humain. Cet être humain pouvant être la police, un centre de crise ou un centre d'appel comme tel jeune. Bon, le dernier point que je vous pose la question, j'ai cru de savoir comment vous allez monétariser la valeur de cette technologie, à savoir, bon, les jeunes, comment est-ce que c'est... de les faire payer partie par quoi? Comment vous allez trouver une façon de... L'idée qu'on a, c'est que l'utilisation de Mr. Young restera gratuite pour tout le monde. Où est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont nous rémunérer? Ce sont les ressources que l'on va proposer aux utilisateurs. Donc, dans les cas, en fonction d'un certain nombre d'utilisateurs qu'on aura renvoyés vers ce psychologue-là, ou vers cet hôpital, ou vers ce livre, ou vers cet article, eux, ils vont nous fournir des commissions. Il n'y aura pas un algorithme qui va privilégier une ressource qui paye plus. La solution est tournée vers l'utilisateur et son bien-être. Ouais, mais ça va être un élément de votre gestion de conflit d'intérêts. Mais à savoir, dans les ressources disponibles, devant les ressources publiques, je serais étonné qu'ils payent pour avoir des références, tellement sont débordées, là, mais alors les ressources privées, alors là, évidemment, c'est comment on évalue la ressource, la performance de la ressource qu'on réfère. Par exemple, si j'avais moi à dire à qui je référerais des psychologues ou un psychologue, c'est une question de contexte. Puis je réfère à différents psychologues pour différents types de patients. Puis ce type-là, évidemment, c'est comme intuitif. Je suis peut-être nul aussi à référer, faire le bon match. On essaie de faire des matchs en fonction de la problématique. Alors, nous aussi, on essaie de faire des matchs justement par la compréhension de la situation de l'utilisateur et toute la base de données, par exemple les psychologues, où là on a leur secteur d'activité, leur pratique, les techniques qu'ils utilisent et la clientèle qu'ils desservent d'habitude. Donc c'est aussi en fonction, l'utilisateur, on ne va pas lui pitcher, on ne va pas lui dire tout de suite, oh, faut que tu ailles voir ce psychologue-là. On va lui poser aussi des questions pour s'assurer, parce qu'il y a un grand élément du traitement qui est dans la relation avec son psychologue. Donc on veut s'assurer qu'on puisse prendre ces éléments plus personnels par rapport à l'utilisateur pour le rediriger vers le bon psychologue ou les autres bonnes ressources. Et puis c'est ça, puis dans le fond, comme nous autres, on parle de ressources au général, donc les prémices aussi, c'est pas nécessairement tout le monde qui a besoin d'avoir accès à un psychologue. Donc des fois, peut-être juste
un groupe d'aide, peut-être que la personne a juste besoin d'aller s'entraîner, puis d'avoir quelqu'un, comme juste un coach pour faire un suivi comme ça. Donc, il y a ça aussi. Oui. C'est une question qui est plus technique. Une conversation, c'est très culturel. Une conversation qui a lieu au Québec, c'est pas la même chose qu'en France. Certainement pas la même chose qu'à Madagascar. La localisation va être à faire pour toutes les places. Mais pour l'entraîner à ce moment-là, vous parliez de mechanical fur, de différents moyens. Vous n'avez pas peur que si vous envoyez ça ailleurs, il y a comme un biais, ça ne soit pas. Bien, c'est ça. C'est pour ça qu'il va falloir faire une localisation. Donc, il va falloir faire des tests. Est-ce qu'on peut juste faire, mettons, une traduction? Peut-être que ça va marcher, mais ça, on ne sait pas. Ça reste une question ouverte. Tu sais, comme on prend notre chatbot, on fait juste traduire le tout, on passe ça dans justement un autre modèle de traduction. Puis peut-être que ça va marcher, peut-être que non. Probablement pas que ça ne marchera pas. Puis, parce que comme tout en machine learning, il n'y a rien de magique, c'est vraiment une gamme d'attrition. Tout foire à un moment donné, à toutes les étapes. Là. Mais oui, non, mais c'est ça. Ça va être un gros enjeu. Oui, micro-features. Est-ce que vous essayez de chercher le micro-features dans la conversation? What do you mean by micro-features? Micro-features, like not necessarily what people are saying, but what's hidden within what they're saying. Ça viendra plus tard. C'est pas tout de suite. Like, you know, some people suffering from mental illnesses would have like incoherent speech and stuff like that. But if you don't like take into account the order of words or something like that, you're just doing like For the prototype, no, but because we need something to show to investors, we need something that works correctly to show to the investors, and before we go to the real alpha version. But yes, we could go. And even in the simple algorithms, if you just use something like the bigrams, so the n-grams, which looks at the relationship between words, you can catch some of the aspects that you were looking for. But this, what you're referencing is probably like a specific set of algorithms that do feature extraction. That could be appended to our vector eventually. So, but right now, no. Ok, autre question. Oui, allez-y. Est-ce que vous allez détecter la voix, l'intonation? C'est texte pour le C'est texte moment. Only chat. Only chat. Il n'y a pas une version... Ce sera dans les prochaines versions. Down the line. Les algos de speech-to-text sont quand même robustes aujourd'hui. Puis, donc, oui, comme c'est possible dans un futur éventuel. Ouais. Qu'est-ce que vous offrez par rapport à la vie privée, la sécurisation de données? Ben, c'est que toutes nos données, dans le fond, les données, ça va être nous autres ça va nous appartenir. Puis à ce moment-ci, ben oui, notre objectif, ben, ça va être, c'est clair qu'on va quand même maintenir le nom des personnes parce qu'on veut faire des profils personnels. Puis, quoi qu'on n'a même pas besoin de maintenir le nom, on peut juste comme hacher le nom d'utilisateur. Tant qu'on sait que c'est le même utilisateur qui est là, ben là, à ce moment-ci, on va pouvoir faire un profil personnel et ainsi de suite. Donc, mais c'est vraiment, l'idée, c'est pas d'avoir des données pour les revendre. Non. Ça va être des données pour parfaire les modèles, si jamais, comme justement avec des ressources, un psychologue, ben, pouvoir lui dire, ben, OK, voici, mettons, un état du patient qu'on t'envoie, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a un consentement que l'utilisateur doit accepter l'utilisation ou c'est C'est l'utilisateur qui enclenche la conversation avec Mysterium et tout est décrit à ce moment-là par rapport justement aux données, à la sécurité des données et le processus qu'on est en train de suivre. Si l'utilisateur ne veut pas aller de l'avant, il peut arrêter la conversation à ce moment-là, mais ce ne sera jamais Mysterium qui initiera la conversation avec quelqu'un, c'est toujours un utilisateur qui vient et tout est clarifié au départ. Puis en même temps, c'est que moi, normalement, qu'on veut faire des partenariats avec le monde de la santé, le domaine de la santé, mais il faut que tout soit anonymisé. Comme on est en discussion avec tes jeunes, puis
c'est oui, il faut que tout soit anonymisé, puis faire en sorte que ce soit impossible de retrouver qui est la personne. Intéressant. Merci beaucoup pour votre présentation.